Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce meet-up, pour le meet-up Azure Nantes. Donc c'est le premier il y a longtemps. Je pense qu'on était encore en début d'année quand on avait fait les derniers, voire même peut-être en mars ou avril. Donc voilà, ça se relance. On le fait online. On n'a pas eu la possibilité encore de le faire en présentiel, peut-être en hybride en attendant. J'aimerais pouvoir faire le prochain en hybride. Bah voilà, c'est cool de pouvoir vous revoir, entre guillemets, de pouvoir se reconnecter. Question logistique pour ce meet-up aujourd'hui. Donc, on l'enregistre. Donc, le but, c'est vraiment de le mettre sur la page YouTube, la page du meet-up, sur laquelle je remettrai un lien vers les slides de Thomas, qui vous permettront en fait voilà, de suivre les slides. Donc ça vous évite de faire des copies d'écran pendant le meet-up si vous avez besoin. Donc voilà, juste pour me présenter rapidement, donc moi, enfin il y en a certainement qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ben tout simplement bonjour et bienvenue. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur le meet-up récemment. On arrive à 470 membres, donc je suis plutôt content côté Nantes. Le but, c'est d'arriver à 500, donc on verra ce qu'on fait pour le 500e membre. Mais c'est plutôt cool. Donc moi, je suis Ludovic Douot, donc je travaille chez Devoteam mCloud, donc qui est l'entité chez Devoteam qui est concentrée en fait sur les clouds de chez Microsoft. Et moi, je suis plutôt Azure dans ces clouds-là. Donc je suis solution leader sur la partie Azure. Et comme vous le savez, organisateur également du Meetup. Je bouche le reste de mon emploi du temps par des architectures techniques chez les différents clients chez lesquels j'interviens. Je profite d'aujourd'hui, en fait, je voudrais relancer du coup les meet-up de manière un peu plus régulière. Je le vise novembre. J'ai pas forcément de date arrêtée aujourd'hui. Oui, effectivement, Paul, ça peut être une idée, tout à fait. Et du coup, je fais appel à ceux qui souhaitent faire un talk ce jour-là. Alors ce jour-là, en novembre, quel que soit le sujet, hein, on va dire les règles sont assez simples. Si on parle Azure et puis qu'on tient en 3/4 d'heure, 1 heure, c'est gagné. Voilà. Après, je sais qu'il y a différents sujets qu'on n'a pas forcément toujours abordés. On a parlé data il y a longtemps, on a parlé DevOps. J'ai pas souvenir qu'on ait déjà d'ailleurs parlé DevOps et je sais que c'est un sujet qui serait intéressant. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail ou même par le Meetup Azure Nantes. Et du coup, juste pour info, je suis également co-organisateur en fait du groupe Meetup Cloud DevOps à Devoteam et du groupe Azure de Lyon. En fait, du coup, quand je fais les meet-ups, j'essaie de les relayer les uns sur les autres. Donc, vous profiterez aussi à Nantes des meet-ups qu'il peut y avoir sur les autres. Et ça permet un peu de faire rayonner sans forcément vous inscrire à tous les meet-ups. Donc, l'idée, c'est que vu que c'est facile maintenant en distanciel, on partage l'information. Et on a d'ailleurs peut-être parmi nous des gens qui sont des membres certainement de ces groupes-là de Paris ou de Lyon. Merci Thomas, tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est que tu t'es proposé et j'ai apprécié. Et la deuxième, c'est que tu réponds présent et c'est vraiment confortable et très agréable de fonctionner avec toi. Donc voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc de rien, Claude Solution Architect chez Sopra, si je ne me trompe pas. Récemment MVP Azure, comme je sais qu'il y en a d'autres, dont Paul, donc il y en a d'autres dans les participants. Donc c'est cool, c'est mérité, je pense, et même sûr, je suis sûr. J'ai remis le lien derrière vers le blog, le site de Thomas, donc il y a plein d'informations. Et ça vous permet de suivre en fait à la fois ses interventions qu'il peut faire sur les différents meet-ups, dont aujourd'hui ou d'autres events. Et puis il y a toujours de petites informations sympas. Et puis il ne faut pas hésiter à suivre sur LinkedIn après si vous le souhaitez. Donc merci à toi Thomas. Donc tu étais déjà intervenu, je ne sais plus, je crois que c'était l'année dernière ou fin d'année dernière sur Kubernetes aussi. C'est ça. C'est cool, ça commence à devenir régulier, donc c'est plutôt sympa. Et je remercie, alors elle n'est pas parmi nous, mais c'est Morgane Mager qui a pris le relais pour ceux qui connaissaient peut-être Audran Cochard, en fait, qui était le Microsoft Experience Lab Manager. Donc elle a pris le relais depuis un peu avant l'été. Audran est parti fin février, début mars. Donc c'est Morgane, en fait, qui vient aussi mon relais pour relayer en fait toutes les informations avec Microsoft. Donc ça permet du coup d'avoir le meet-up et qui est
Quand on le fera en hybride au Microsoft Experience Lab, c'est elle qui nous propose le lien Teams. Et donc, du coup, voilà, je la remercie. Elle n'est pas là, mais je la remercie. Donc, ça me tenait à cœur. J'ai pas plus d'informations à vous donner. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à couper vos micros et à poser vos questions en live. On va faire la session la plus interactive possible pour que ce soit fun pour tout le monde. Et donc, il me reste plus qu'une question. Alors, Thomas, est-ce que Kubernetes est la solution à tous nos problèmes? Eh bien, on Faut va que voir ça tout de suite. Voilà, il faut que tu nous donnes la réponse. Donc, je te laisse reprendre la main si tu veux partager ton écran. Tac, Je vais normalement. également couper mon micro et ma caméra et puis bah, let's go. Ceux qui ont des questions, je les reprendrai dans le chat et puis je les poserai à Thomas, donc n'hésitez pas. Bonne session à tous. Merci. Normalement, du coup, là, ça a basculé sur ma présentation, Ludovic. Tout à fait. Ouais, 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 je te ok. confirme, je vois bien le visuel. Ok, parfait. Très bien. Bien, bonjour à tous et ben, merci Ludovic pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de Kubernetes, entre autres, parce qu'on va voir que bah, ce n'est pas forcément la meilleure solution lorsqu'on a besoin de déployer du conteneur dans Azure. Voilà. Il y a d'autres solutions qui existent. Elles répondent toutes à des problématiques, à des besoins différents. Donc on va aborder chacune de ces solutions et on va essayer de comprendre dans quel cas l'une est plus adaptée que les autres. Voilà. Tac. Voilà. Bon, on va faire un petit rappel très rapide quand même sur Kubernetes. Avant de voir dans quel cas c'est intéressant ou pas, on va présenter l'outil. Kubernetes, ça permet de répondre à des problématiques posées par l'hébergement de conteneurs Docker, à savoir la gestion de leur cycle de vie, la montée en charge et le management d'une grande quantité de conteneurs. Donc Kubernetes, ça permet d'automatiser le déploiement et la réplication de nos applications managées. Ça permet de garantir une haute disponibilité de nos conteneurs, de détecter un problème pour pouvoir relancer un conteneur dans la foulée. Et c'est un produit qui est intéressant, Kubernetes, puisque ça fonctionne avec un système d'état attendu. Donc on va préciser à la solution ce que l'on souhaite obtenir, savoir déployer ce conteneur sur tant d'instances, le rendre accessible via un load balancer. Et c'est le cluster Kubernetes qui sera chargé de répondre à mon besoin. Voilà pour la petite introduction très rapide sur Kubernetes. Lorsqu'on doit le déployer de façon classique, donc nous-mêmes, on-premise par exemple, il faut que l'on administre l'ensemble du cluster. Donc on va déployer dans un premier temps ce qui s'appelle un ou plusieurs masters, hein, donc le control plane, et un ensemble de nodes, donc ce sont d'autres VM, qui vont être chargés d'héberger nos conteneurs. Voilà. Donc on a toute cette architecture à déployer, et pour ceux qui ont fait un peu de kubeadmin, c'est loin d'être simple. Voilà. Il y a la procédure, ça se fait, hein, mais la procédure est quand même assez complexe. Si vous souhaitez utiliser une solution managée, Kubernetes, chez un cloud provider, par exemple AKS pour Azure, eh bien en fait, le cloud provider vous propose de gérer lui-même la partie control plane. Donc tout ce qui va être haute disponibilité du master, son installation, son maintien en conditions opérationnelles, va être géré par Azure. Tandis que moi, j'aurais uniquement à me soucier de mes nodes, hein, donc de mes machines virtuelles, sur lesquelles je vais déployer mes conteneurs. Donc c'est une solution intéressante, dans le sens où ça nous ôte la complexité d'une partie du déploiement du cluster Kubernetes. Voilà. Vu qu'on est sur une offre cloud, on va bénéficier d'une scalabilité à grande échelle, on va disposer de ressources théoriquement illimitées pour déployer nos applications au sein de notre cluster. Et on va surtout avoir la possibilité d'intégrer
notre cluster Kubernetes avec d'autres briques Azure, puisque l'AKS en lui-même va permettre d'héberger nos conteneurs, mais il ne va pas gérer nativement tout ce qui va être monitoring, supervision. Il ne va pas gérer l'authentification avec un Active Directory. Il ne va pas gérer non plus la partie hébergement de nos images Docker. Donc ça, ce sont des possibilités offertes par Azure. On trouve d'autres produits qui peuvent s'interfacer très facilement avec AKS pour répondre à ces problématiques. Donc pour la partie supervision, on a Azure Monitor, on le verra tout à l'heure. Pour l'authentification, on a l'Azure AD. Une partie intéressante également, c'est la sécurité en live sur notre cluster avec Security Center. Et la partie hébergement de nos images Docker, c'est Azure Container Registry. Donc on a cet interfaçage avec des produits annexes, toujours dans Azure, qui est aussi une grande force de cette solution managée. La tarification liée à Azure Kubernetes Services, c'est une tarification qui est liée aux VM de type Node. Donc, au final, si je reviens sur ma slide précédente, vous allez payer uniquement les VM en orange, ici. Voilà. Vous ne payez pas pour le master, sauf si vous choisissez une option particulière pour garantir un SLA au niveau de ce master. Mais par défaut, vous n'avez pas à payer ce composant. Pour ceux que ça intéresse de déployer un cluster AKS, de déployer des applications et faire de la configuration sur ce cluster au niveau scalabilité, monitoring, ce genre de choses, je vous ai mis ici le lien vers un petit workshop que j'ai écrit qui pourrait vous satisfaire sur cet aspect-là. Alors, Kubernetes, maintenant, que l'on soit sur une solution on-premise ou chez un cloud provider, eh bien, ça répond à quel besoin? Alors, à mon sens, il est intéressant de partir sur du Kubernetes lorsque l'on a déjà un certain nombre d'applications conteneurisées à déployer. Voilà. Si vous avez, très concrètement, si vous n'avez qu'une seule application qui tourne sous forme de conteneur Docker, la solution Kubernetes va être peut-être un petit peu overkill. Par contre, si vous en avez plusieurs qui communiquent entre elles, donc typiquement une architecture de type microservice, là, ok, c'est intéressant. Si vos conteneurs sont hétérogènes en termes de langage, en termes de framework utilisé, ça ne posera aucun problème et ce sera même très intéressant d'unifier justement le déploiement de ces applications diverses au sein d'un même cluster. Si vous avez des besoins de scalabilité, donc quelque part une certaine flexibilité au niveau des ressources d'infrastructure dont vous avez besoin, en termes de CPU, RAM notamment, voilà. Si les besoins sont variés, suivant le moment de la journée, le moment de la semaine, pourquoi pas de l'année, c'est-à-dire des très fortes sollicitations à certaines périodes et des sollicitations faibles à d'autres moments, là aussi, Kubernetes va être intéressant puisqu'il va vous permettre d'allouer dynamiquement en fait les ressources dont vous avez besoin en fonction de la charge. Autre justification pour partir sur Kubernetes, un besoin de haute disponibilité, un besoin de redondance au niveau des déploiements. Donc ça, c'est une des grandes forces de Kubernetes, c'est de pouvoir déployer très facilement plusieurs instances de vos applications. Et également un besoin de résilience. Donc le fait qu'en cas de problème, admettons une base de données indisponible, eh bien la plateforme va être capable de revenir automatiquement à un état nominal. Et ça, c'est rendu possible par Kubernetes et sa capacité à détecter quand une instance d'un conteneur ne fonctionne pas correctement. Voilà. Dans ce cas-là, il a son système de gestion de ce type d'incident. Il va être capable de supprimer l'application qui pose problème pour la recréer
par la suite automatiquement, sans que vous ayez rien à faire. Kubernetes, c'est aussi intéressant. Là, on est dans des besoins un petit peu plus avancés, mais si vous souhaitez être agnostique de la plateforme, c'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus d'entreprises qui veulent faire du multi-cloud. Bon, à ce moment-là, si vous souhaitez déployer sur un cluster Kubernetes dans Azure et dans un autre côté GCP ou AWS, pourquoi pas, eh bien, avec Kubernetes, vous aurez la possibilité quelque part de vous abstraire largement de la plateforme. Alors, comme je le précise, c'est en théorie, puisque dès que vous avez forcément une intégration avec d'autres briques du cloud provider, cette agnosticité, quelque part, elle devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Mais en tout cas, sur le mode de fonctionnement, en tout cas du Kubernetes en lui-même, vous trouverez exactement le même fonctionnement côté Azure que côté AWS et GCP, puisqu'ils sont basés sur la distribution officielle Kubernetes. Ils ne la modifient pas pour leurs besoins. Ça va être seulement dans l'intégration avec des composants externes, dans Azure ou chez un autre cloud provider, que là, forcément, vous aurez des contraintes. C'est intéressant également si vous avez besoin de faire très fréquemment des montées de version. Kubernetes gère très bien les montées de version de vos applications via le mécanisme de rolling update qui permet de mettre à jour progressivement, une à une, toutes les instances en fait, de votre application. Voilà. Il va en supprimer une, créer un pod de la nouvelle version et passer à la suite de façon très progressive, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Alors tout ça, c'est très beau, mais il ne faut pas oublier que Kubernetes, c'est un outil qui a été développé à l'origine par Google, et donc forcément pour les besoins de Google. Mais nous, dans nos contextes professionnels, je pense qu'on n'a pas tous le besoin de déployer des applications qui vont être utilisées par des millions d'utilisateurs, et donc avoir besoin de les déployer des centaines, des milliers de fois, en les mettant à jour très régulièrement, en les rendant accessibles quoi qu'il arrive. Je pense notamment à un Gmail ou à un calendar. Bon, ça tourne dans un cluster Kubernetes, mais là, du coup, on parle de milliers d'instances de Gmail qui sont exécutées en parallèle. Voilà, je pense qu'on n'a pas tous ces problématiques-là à adresser dans notre métier. Donc, dans ce genre de situation, ok, Kubernetes, c'est intéressant. Mais si on n'en a pas besoin, eh bien, on peut peut-être trouver des solutions plus adaptées. Dernier point par rapport à Kubernetes dont je voulais vous parler, c'est les aspects sécurité et réseau qui sont complexes à prendre en main, en plus de tout le reste, je veux dire. Et ce sont des aspects qui peuvent parfois poser de gros problèmes aux entreprises. Donc, je vous ai mis ici un premier lien qui recense typiquement les mauvaises expériences de grosses entreprises avec Kubernetes. Donc, on retrouve de très grands noms de tout secteur qui ont essayé d'utiliser cette technologie et qui ont eu un problème à un moment. Et donc, ils expliquent ce qui s'est passé et comment ils ont fait pour s'en sortir, ou même s'ils n'ont pas réussi à le faire. Je vous ai mis également un autre lien qui est très intéressant si vous voulez faire de l'AKS. C'est donc l'AKS Checklist. C'est un outil en ligne qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les bonnes pratiques à respecter lorsque vous voulez faire de l'AKS. Donc les problématiques avec Kubernetes, comme je disais, c'était au niveau réseau et sécurité. Il y a un ensemble de bonnes pratiques à respecter, typiquement mettre en place des policies au niveau réseau, gérer les droits d'accès, l'authentification en cluster, utiliser un cluster avec une IP privée, l'isoler du réseau, du reste des applications, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'éléments qui peuvent être complexes à appréhender
et qui demande quand même une certaine maturité sur le produit et des compétences quand même assez spécifiques. Donc attention à ces aspects-là. Comme je le disais tout à l'heure, Kubernetes, ça peut parfois être un petit peu overkill. Donc si vous n'en avez pas besoin, eh bien, on peut regarder ce qu'il y a de disponible à côté dans Azure. Toujours pour héberger un conteneur Docker. Alors le premier élément dont je voulais vous parler, c'est Azure Container Instance. Azure Container Instance, c'est dans Azure le moyen le plus simple pour héberger un conteneur Docker. Une simple commande va vous permettre de déployer votre image, d'accord, et donc de faire tourner votre conteneur. Par contre, là, on est forcément sur une solution qui est beaucoup plus basique qu'un cluster AKS, forcément. Donc, il va y avoir toutes les limitations associées. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas assurer de haute disponibilité, de résilience sur votre conteneur. Vous ne pourrez pas configurer de trafic réseau en configurant un SSL, par exemple. Voilà, c'est vraiment dans un besoin de déploiement, on va dire, assez... pour une tâche, moi je recommande pour une tâche ponctuelle. Par exemple, un traitement batch. Voilà, vous l'avez déployé, vous l'avez développé plutôt sous forme de conteneur. Ça peut être intéressant de l'exécuter dans une container instance. Voilà, ça va se déployer hyper rapidement. Votre container instance, elle exécute votre conteneur, il fait son job, et bah, ensuite vous supprimez votre instance de façon automatique, pourquoi pas, et fin de l'histoire. Ça vous coûtera quasiment rien, et au final, vous aurez déployé de façon hyper simple votre conteneur. Voilà. Alors, je vous ai mis ici la procédure, en fait, hein, tout simplement, pour déployer une container instance de votre application. Donc, mon application ici, je l'ai appelée Demo App. Elle se base sur un Dockerfile. C'est une application .NET tout à fait classique. Et du coup, pour pouvoir faire tourner ma container instance, d'abord, je vais avoir besoin de ce qui s'appelle une container registry, qui va me permettre d'héberger mon image Docker. Donc, je crée ma registry avec la commande azacr create. D'accord? Donc, je l'ai nommé ACR Azure Nantes. Ensuite, je vais avoir besoin de déployer dans ma registry mon image. D'accord? Donc, j'ai sur Demo App. D'accord? Et ensuite, je peux faire un push. Donc là, à ce moment-là, physiquement, mon image a été uploadée dans ma container registry. Et ensuite, je vais pouvoir déployer ma container instance en se basant sur cette image. Donc vous voyez, je le précise ici, image, ACR Azure Nantes, app v1. Voilà. Je précise un nom DNS, Azure Nantes app, et je précise les informations d'authentification à ma container registry. Voilà. Donc là, je dois préciser ici le username et le password. Donc là, c'est pour l'exemple, je le mets comme ça. Après, ça peut être intéressant, dans un contexte professionnel, on va dire, de stocker ces informations dans un Key Vault, un Azure Key Vault. L'username et le password, ou à minima que le password, vous le stockez dans un Azure Key Vault pour ne pas que ça s'affiche en clair dans vos commandes. On verra tout à l'heure un autre moyen de le faire, mais pour le moment, je peux vous parler de ça. Et ensuite, du coup, au bout d'une trentaine de secondes, votre application est disponible via l'URL, donc avec le DNS que vous avez précisé, .la région.azurecontainer.io. Voilà, votre application est disponible via cette URL. Donc là, si on l'automatise, l'ensemble de ce script-là, enfin le déploiement dans Azure, au global, ça doit prendre 1 minute environ pour que votre container instance soit disponible. Donc si on regarde du côté d'Azure, ce que l'on a déployé pour le moment, en fait, on a donc notre
registry, ici, ACR Azure Nantes. Je vais agrandir un peu peut-être. Vous voyez suffisamment bien. Voilà, j'ai agrandi un peu. Donc, notre registry est accessible via cette URL. Donc, il y a un endpoint public pour le coup. Et on a du coup le repository avec mon image app, voilà, qui est pour le moment uploadée en version 1. Ça, c'est ma registry. Dans mon resource group, je trouve aussi mon instance, ici, donc ma container instance, voilà, qui est fonctionnelle. Elle est ici, pardon, Azure Nantes App, France Centrale, azurecontainer.io. Donc ça, c'est l'application que j'ai déployée. Et du coup, donc j'ai mon FQDN ici, et vous voyez ici sur la gauche que j'ai un nombre de possibilités quand même assez réduite sur ma container instance, quoi. Il y a pas grand-chose. On a le monitoring d'activer, on a un certain nombre de propriétés. On va avoir les événements ici qui sont logués donc sur mon conteneur, mais ça va pas plus loin. Voilà, on n'a pas 10 000 possibilités de customisation. Donc c'est vraiment un service hyper simple. Je vais revenir sur ma présentation. Et ici. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième, qui va plus loin, c'est les app services. Les app services, c'est une offre PaaS Azure pour le déploiement, enfin pour l'hébergement d'applications web. On peut s'en servir pour héberger un conteneur, mais on peut également s'en servir pour déployer une application non conteneurisée. Donc, on va pouvoir préciser en fait le runtime que notre app service va exécuter. Donc, soit du .NET, du Python, du Java, du Node. Vous faites ce que vous voulez. Ou alors, vous choisissez d'héberger un conteneur Docker. C'est une offre qui, là, va permettre de s'interfacer avec un Azure Active Directory, à contrario des container instances. Vous allez pouvoir configurer un custom domain, ce que les container instances ne permettent pas. Vous pouvez faire du SSL ou du TLS, pardon, du chiffrement TLS sur les flux réseau, ce que les container instances ne permettent pas. Il y a également la possibilité de faire très facilement ce qui s'appelle du blue-green deployment. Donc c'est lorsque vous avez c'est mon schéma ici à droite, lorsque vous avez votre version de production à un instant T, donc la version bleue, eh bien vous allez pouvoir déployer votre version de production donc la N+1 sur ce qui s'appelle un slot, donc qui va avoir une URL spécifique, et router progressivement le trafic réseau vers cette application pour pouvoir tester en conditions réelles que tout se passe correctement. Et lorsque vous avez bien validé cette version N+1, en fait, vous faites un swap, ça s'appelle un swap, des slots. Donc, les deux slots vont s'échanger au niveau DNS, tout simplement. Et la production pointera désormais sur la version N+1. Et ce, de façon automatique, sans que vous ayez absolument rien à faire. Alors, depuis peu, on parlait tout à l'heure avec Ludovic d'amélioration sur Azure, voilà, c'est un exemple. Depuis peu, les app services sont compatibles avec les availability zones. Donc, ça date du début du mois. Donc ça permet quoi? Ça permet que si vous déployez plusieurs instances de votre app service, on verra tout à l'heure la montée en charge, mais si vous déployez plusieurs instances, vous avez la possibilité de les répartir sur ce qui s'appelle des zones différentes au sein d'une région Azure. Par exemple, la région France-Centre, elle est constituée de 3 zones. Donc, ce sont physiquement 3 data centers qui sont répartis autour de Paris. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une instance de votre application sur le data center A, une autre instance sur le data center B, et la troisième sur le data center C, par exemple.
Donc ça vous protège de l'indisponibilité d'un data center entier, tout simplement. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat, enfin même deux. Est-ce qu'une API REST, par exemple, est disponible pour pouvoir automatiser les déploiements? Alors ouais, tu peux utiliser l'API Azure, tu peux utiliser, comme je l'ai fait juste avant, la CLI. Mais je te recommande surtout d'utiliser la CLI plutôt que l'API. Mais oui, tu peux t'en servir pour automatiser les déploiements. Mais je conseille plutôt la CLI quand même. Est-ce que App Service est l'équivalent de Lambda dans AWS? Alors, Lambda dans AWS, c'est l'équivalent d'Azure Function et Azure App Service côté AWS, comment ça s'appelle? Euh, comment c'est? Beanstalk. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est l'équivalent dans AWS. Elastic Beanstalk. Je crois que je dis pas de bêtises. Au niveau de l'app service, le pricing, ça va être défini par ce qu'on appelle un plan. Un plan, vous allez donc choisir un certain nombre de puissances CPU et de RAM que vous allez affecter à votre app service. À noter que si vous déployez plusieurs instances de votre application, eh ben les ressources vont être partagées. Alors, on peut mettre également en place un pool automatique lors de la mise à disposition d'une nouvelle image dans l'ACR. Oui, tout à fait, tu peux faire ça. C'est ce qui s'appelle un webhook. Tout à fait. Tu peux configurer automatiquement le déploiement de ton instance lorsqu'il y a une nouvelle image qui arrive dans l'ACR. Ouais. Dans quel cas utiliser Azure App Service et Azure Function? Euh, alors, Azure App Service, ça va plutôt s'adresser quand même à des applications plus, on va dire, comment on va dire ça, je dirais plus sensibles, plus critiques. Voilà, si tu veux que ton application reste fonctionnelle, soit disponible sans interruption H24, tu vas plutôt faire une app service. Si tu as besoin de configurer du chiffrement réseau, une intégration Active Directory par exemple, ou faire du scaling, quoique le scaling tu peux le faire aussi avec les fonctions. Enfin, une fonction, ça va être plutôt lié à une fonction, comme son nom l'indique, mais voilà, à une méthode que tu souhaites mettre à disposition dans Azure. Tandis que l'app service, ça va plutôt s'adresser à une application dans son ensemble, un site web, euh, une API REST. Voilà, la fonction pour moi, c'est pour un besoin plus limité, on va dire, en termes de fonctionnalité. Effectivement, si je peux me permettre, Thomas, Ouais. ce qu'on voit beaucoup arriver dans les Azure, avec les Azure Functions, c'est une espèce d'évolution normale, c'est-à-dire des gens qui avaient l'app service, qui était donc un service qui existait avant les fonctions dans Azure, et Ouais. qui en fait petit à petit, parfois pour des raisons de coût, vont basculer sur la fonction, parce qu'en fait, du coup, la fonction, je vais vraiment l'utiliser euh, Mm. juste, mais presque à la seconde ou au millième de seconde près, et donc je ne vais payer que ça. Là où en C'est fait, ça. mon Azure App Service, je vais avoir besoin de mettre en place en dessous mon service plan, de dimensionner, et potentiellement, il y a peut-être des fonctionnalités euh, un peu plus customisées ou customisables que j'ai dans l'App Service dont je n'ai pas besoin dans ma fonction. Et la fonction peut être aussi en complément. C'est-à-dire, je peux très bien ouvrir la porte et dire aujourd'hui, j'ai des choses dans l'app service. Petit à petit, je viens les Mm. délester et je vais mettre dans la fonction parce que ça m'apporte de la souplesse. Mm. Et puis, ça vient en fait alléger en fait ces parties-là, quoi. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, l'Azure Function va être plutôt pour un besoin que je qualifierais de ponctuel, Ouais, euh, et pour répondre à un besoin donné, c'est-à-dire effectuer un traitement ou apporter un résultat à un utilisateur. Mais voilà, la fonction, c'est un endpoint. Donc vous appelez une méthode, elle vous renvoie un résultat, elle fait potentiellement un traitement, mais voilà, c'est un endpoint. Elle va faire une action, tandis que l'app oui, service va héberger une API
dans sa globalité, j'ai envie de dire. Donc, une vraie API métier ou un site web vitrine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire également? Oui, la scalabilité est possible avec les app services de façon native. Donc, vous pouvez configurer un scaling horizontal, c'est-à-dire que le nombre d'instances se multiplie pour répondre à vos besoins. Hein. Donc, vous allez avoir un scaling automatique en up ou en down, hein, pour s'adapter en fait à vos besoins. Donc, c'est-à-dire que si les utilisateurs utilisent massivement votre API REST, par exemple, le matin, mais très peu l'après-midi, eh ben, le scaling va se faire automatiquement pour avoir des instances de disponibles supplémentaires le matin et l'après-midi, vu que la charge va diminuer, eh bien, vos instances vont être supprimées. Donc là, bien sûr, on est sur des applications stateless, bien sûr. Et le scaling vertical est également possible, donc c'est-à-dire rajouter à la volée dynamiquement euh, des nouvelles ressources pour vos instances. Voilà, vous pouvez rajouter de la puissance CPU et RAM en quelques clics sur le portail Azure. Vous pouvez l'automatiser si vous le souhaitez. C'est pas prévu nativement, mais vous pouvez le faire euh, pour ajouter ou enlever des ressources à vos app services. Alors, si on s'intéresse là au déploiement de l'app service, comme je vous le disais, d'abord, vous allez avoir besoin de créer ce qui s'appelle un plan. Donc, vous allez faire un AZ App Service Plan Create, où vous allez spécifier un SKU. Donc, là, j'ai choisi un plan basique, et en fait, chaque SKU correspond à une puissance CPU, RAM, qui va vous être accordée. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. Ça va toujours être équilibré par Azure, donc vous ne pouvez pas demander 2 vCPU et 28 Go de RAM, par exemple. Vous êtes contraint, vous êtes restreint à un certain nombre de plans. Voilà. Ensuite, vous créez votre app service avec la commande AZ Web App Create. Vous précisez le ressource groupe, votre plan et le nom de votre web app, et vous allez renseigner là aussi votre image qui est stockée dans votre container registré. Donc là, en l'état, cette commande ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que votre app service, elle n'a pas les droits pour aller récupérer l'image app version 1 dans votre container registré. Ça marchera. On va voir juste après comment faire pour que ça fonctionne. Lorsque vous aurez des mises à jour à faire de votre application, ça passera par cette commande, un web app config container set, où vous allez spécifier la nouvelle image Docker à utiliser. Donc ça, on imagine bien que dans un pipeline CI/CD, ça s'automatise très bien. Hein. Le fait de déclencher le build d'une image Docker lorsqu'il y a un git push, pousser la nouvelle image générée sur la container registry et la déployer ensuite sur la web app. Bon, ça se fait très facilement avec un pipeline CI/CD dans GitHub Action ou dans Azure DevOps, par exemple. Alors, si je reviens à ma gestion des identités, on va avoir une solution qui est un petit peu plus élégante pour justement donner les droits à mon app service d'aller récupérer mon image dans ma registry. On va utiliser ce qu'on appelle les managed identity. Il manque un managed identity. Donc, je vais avoir besoin tout simplement de créer une identité managée au niveau de mon app service avec la commande web app identity assign. D'accord? Je stocke l'identifiant de ma managed identity dans cette variable. Je vais récupérer également l'identifiant de ma container registry et je vais donner le droit avec la commande AZ role assignment create. Je vais donner le droit
à mon identité managée d'aller faire un ACR pool sur ma container registry. Voilà. Je donne le droit à mon identité qui a été créée pour ma web app. Je lui donne le droit d'aller faire un pool sur ma container registry. Ensuite, j'ai une petite commande à passer pour bien préciser au niveau de ma web app que maintenant, il faut qu'elle s'authentifie grâce au Managed Identity lorsqu'elle veut communiquer avec un autre service dans Azure. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité très intéressante, puisque du coup, vous n'avez plus besoin de gérer euh, un user ID et un mot de passe, puisqu'ils sont gérés par Azure. Voilà, tout simplement. Alors pour aller plus loin, C'est ce qu'on appelle le service principal. alors les Managed Identity, c'est entre guillemets la nouvelle version des services principaux. Ça D'accord. existe toujours, les services principaux, mais de plus en plus maintenant, on tend vers les managed identity. Donc, à terme, je pense que ça va remplacer complètement les services principaux. D'accord, ok, merci. Pour aller plus loin, je vous propose de vous intéresser à ce qui s'appelle les private links, puisque là, en fait, mon app service va attaquer ma container registry via un endpoint public. La container registry va permettre de configurer une liaison réseau privée entre les deux. Pour éviter d'avoir à exposer votre container registry, vous configurez un private link. À noter aussi que les deux solutions qu'on a vues, là, le container instance et l'app service, je ne l'ai pas montré dans mes exemples, mais même si ce sont des services managés, vous pouvez tout à fait configurer leur isolation réseau. Donc vous pouvez préciser un VNet et un subnet, vous pouvez appliquer des règles de firewall sur ces réseaux, donc via ce qui s'appelle des Network Security Group. Et puis même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez brancher dessus un app gateway, par exemple, pour faire de la redirection DNS sur les flux. C'est tout à fait possible. Donc même si ce sont des services managés, il faut bien garder en tête que vous avez cette possibilité-là au niveau réseau, au niveau sécurisation euh, des flux. Ce qui peut rassurer vos admin systèmes lorsque vous leur parlez de ce genre de solution. Voilà. Je vais vous montrer l'app service. Hop, je reviens sur mon ressource groupe. Elle est là, Web App Azure Nantes. Donc elle est exécutée ici, c'est exactement la même application. Et là, on va voir que j'ai beaucoup plus de possibilités. Là, on voit tout de suite sur la gauche, j'ai beaucoup plus d'options. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'intéressant? Les deployment slots, ils sont disponibles ici. Donc, il va vous proposer de configurer un slot, de lui affecter une URL spécifique et de pouvoir jongler entre ces slots pour vos déploiements. C'est vraiment super sympa. L'authentification ici avec Azure Active Directory. Là, vous avez la possibilité de configurer des backups avec Azure Backup. Donc, ça, c'est très facile à faire aussi. C'est quelques clics et Azure Backup va se charger de sauvegarder votre app service régulièrement. Donc, de sauvegarder ce qui est déployé au niveau code, je veux dire. Le custom domain, c'est ici. Donc, vous avez la possibilité de configurer un custom domain pour avoir une URL un petit peu plus sympa que une URL avec azurewebsites.net, notamment pour des contextes d'entreprise. Le TLS-SSL, c'est ici. L'isolation réseau, networking. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité. Ici, on retrouve la notion de private endpoint. Là, vous avez l'intégration VNet qui va être forcément demandée lorsque vous êtes dans un contexte pro. Le fait de pouvoir filtrer les flux ici au niveau du VNet en sortie, voilà, c'est important.
Le scale-up, donc ça, on va voir tout de suite comment ça se passe. Là, moi, j'ai un plan B1, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est un plan assez, euh, assez basique. J'ai quoi? D'accord, ce nombre de puissance CPU, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond, et 1,75 Go de mémoire. Mais vu que c'est un plan de dev test, ici, au niveau des features, j'ai pas accès à tout. Par exemple, j'ai la possibilité de configurer euh, uniquement un scale manuel, c'est-à-dire que je ne peux pas l'automatiser. Donc on va voir tout de suite qu'avec un plan de production, je vais prendre celui-ci par exemple, là on voit que j'ai tout de suite la possibilité d'utiliser des slots, les backups et l'autoscale qui est là. Voilà. Alors les ACU ici, Euh, c'est un peu obscur comme terminologie. Ça correspond à, ça correspond à, comment expliquer ça? Il y a une unité de base, c'est un type de VM. Il me semble que c'est une VM de type A, qui correspond du coup à 100 ACU. Et donc, lorsque vous voyez ici 210 ACU, ça veut dire que vous avez un petit peu plus que 2 fois la puissance de cette VM de type A. Voilà, c'est une terminologie un petit peu complexe pour pas grand-chose, je trouve, mais à noter que ici vous avez la puissance qui est clairement indiquée. Et ici même, il explique que ça correspond au type de machine virtuelle de type DV2. Donc, de toute façon, ça, après, ça s'ajuste, mais si vous avez besoin de déployer un plan pour un app service, il faudra s'intéresser à ces différentes possibilités. Donc là, je suis passé sur ce plan qui va du coup me coûter un petit peu plus cher. Là, voilà. Là, tout à l'heure, j'étais à 11 euros par mois. Là, maintenant, ça va me coûter 70 euros par mois pour l'hébergement de mon application disponible H24, 7 jours sur 7. Euh, le scaling automatique, je vais le configurer ici, Custom Auto Scale, et je vais avoir besoin de configurer euh, des limites. Donc je vais dire que minimum, je vais avoir une instance, maximum, je vais en avoir 10. Voilà, 10 instances de mon application au maximum. Et je dois ajouter une condition. Donc je vais lui dire basé sur une métrique. Hop, instance limite. OK. J'ajoute une règle. Voilà. Donc là, ici, je vais choisir une métrique basée sur la puissance CPU. Et je vais dire que je veux ajouter une instance lorsque cette puissance CPU dépasse les 70% de charge pendant 10 minutes. Hein, donc ça veut dire que ma web app, eh bien, la ressource CPU qui lui est affectée est utilisée pendant 10 minutes à plus de 70% de sa disponibilité. Donc dans ce cas-là, je rajoute une instance. Et on a également la possibilité d'en supprimer une. Alors ça, il va falloir que je le rajoute après, si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, du coup, on ajoute une règle de scale, de scale up, mais il faut aussi configurer une règle de scale down. Pour cette fois-ci, demander à ce que si mes instances sont sous-exploitées, eh bien qu'il en supprime une, tout simplement. Voilà, donc si je fais ça, save, automatiquement, mon app service va être capable d'avoir cet auto-scaling pour répondre au mieux aux sollicitations de l'app service. Voilà pour ça. Et là, j'ai une... ah oui, je peux spécifier des, des dates d'application. Bon, là, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit configuré comme ça tout le temps. Alors, qu'est-ce que je trouve d'autre d'intéressant? Oui, pour les déploiements sur votre app service, soit vous vous connectez sur votre app service en FTP, c'est possible. Il y a le endpoint qui est disponible.
qui est disponible ici. Donc, si vous voulez push votre code directement, vous pouvez passer par le FTP. Sinon, vous configurez un pipeline avec votre outil de CI/CD préféré et vous déployez soit du code, soit un conteneur, comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà. Je vais revenir sur la slide et on va faire un petit bilan, un petit récap. Donc, on a vu 3 solutions. La première, Kubernetes. Je ne vous ai pas montré le déploiement ici, mais je vous le montre à la fin s'il me reste un petit peu de temps. Kubernetes, c'est dans les avantages, forcément, c'est une plateforme hyper robuste, adaptable, modulaire, avec une communauté très, très présente. Mais voilà, c'est un outil qui répond à des besoins qui sont pas anodins. Et du coup, l'inconvénient, c'est la complexité de mise en œuvre de cette solution qui demande, là aussi, forcément, des compétences qui ne sont pas anodines, tant en termes de sécurité que d'admin système, de réseau, ce genre de choses. Et il faut aussi une maturité DevOps pour pouvoir déployer facilement sur notre cluster. Hein, on va pas, Kubernetes étant conçu pour héberger de multiples applications qui vont être mises à jour régulièrement, si vous utilisez Kubernetes mais que vous faites ça à la main, ça va être compliqué. Donc les usages types d'AKS, ça va être pour héberger de multiples applications et un besoin que j'ai qualifié d'adaptabilité applicative. Hein, c'est-à-dire que si vos applis vont être fortement sollicitées à certains moments et beaucoup moins à d'autres, ça peut être intéressant d'avoir un cluster AKS pour gérer cette scalabilité. Mais là aussi pour un ensemble d'applications. Là où l'app service va être intéressant, si vous avez une seule application sur laquelle vous avez ce besoin. Donc l'app service, c'est une solution PaaS complète, dans le sens où elle s'intègre facilement avec d'autres briques Azure, notamment pour le monitoring, l'authentification. Elle permet la scalabilité, comme on l'a vu juste avant, et donc quelque part forcément une résilience. Mais dans ces inconvénients, voilà, on a une Azure Web App, c'est pour héberger une appli. Voilà. Si vous en avez plusieurs, que vous avez ce besoin-là sur plusieurs applications, pourquoi pas envisager l'AKS. La scalabilité est limitée, suivant le plan que vous choisissez. Je crois que vous pouvez monter avec le plan le plus cher, le plus élevé, vous pouvez monter à 30 instances au max, mais là aussi, voilà, il y a cette limitation. Donc, si votre site web ou votre API va être utilisé par des millions d'utilisateurs, bon, il y a peut-être une autre solution. Les usages de l'app service, c'est un besoin de haute dispo pour héberger une application. Et enfin, les container instances, la solution la plus simple pour déployer un conteneur, ça peut même être intéressant pour les devs, hein, dans une fin de test. C'est-à-dire que vous avez votre application, vous avez votre image Docker, vous voulez vérifier que tout fonctionne bien. Vous pouvez la déployer dans un environnement Azure facilement avec la container instance. Les inconvénients de cette facilité d'usage, quelque part, c'est que vous n'aurez pas de scaling, pas d'intégration Active Directory, pas de résilience, pas de SSL. Donc, c'est quand même un produit limité, ce qui, du coup, compense le fait qu'il soit très simple à utiliser. Donc, attention dans l'utilisation de ce service. Moi, je le recommande pour des traitements ponctuels. Pourquoi pas faire tourner des batchs pour des tests de développement ou de l'automatisation. J'ai fini sur mes slides. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes, Ludovic? J'ai pas regardé quand j'ai commencé. Il nous reste quelques minutes. On est à 13h28, donc tu peux aisément aller jusqu'à 13h30, puisqu'on s'était donné 12h30, 13h30. Donc si tu veux encore quelques minutes, il n'y a pas de souci. Même après, tu peux déborder. Hein, moi, ça me dérange pas.
Après, c'est pour éviter à ceux qui ont des contraintes à 13h30 de trop en rater. Alors, je vais juste montrer ça vite fait. Hop, je zoome un peu. Donc, au final, côté AKS, on n'a pas vu comment le déployer. Alors, je le montre très rapidement pour ceux que ça intéresse. Là aussi, je l'ai automatisé via un script avec l'Azure CLI. Je vais avoir besoin donc toujours de ma registry, d'accord? J'ai besoin ici, et je vais créer mon cluster avec la commande AKS create. Et vous voyez que j'ai une propriété ici pour gérer nativement l'interfaçage en fait entre ma registry et mon cluster. C'est la propriété attache ACR. Donc je déploie mon cluster, je spécifie le nombre de nœuds, je demande l'utilisation d'Availability Zone et j'active le monitoring. Voilà. Donc ça, c'est le déploiement de mon cluster Kubernetes en lui-même. Donc au final, c'est super simple. Il y a quelques commandes et pour un déploiement assez classique, ça se fait très très bien. Et ensuite, si vous avez besoin de déployer votre application, vous allez pouvoir utiliser ce qui s'appelle un fichier YAML, où vous allez configurer un deployment qui va déployer ce qui s'appelle un replica set. Donc ici, vous voyez que je demande une instance de mon pod. Et au final, mon pod, c'est quoi? Enfin, mon conteneur, ça va être basé sur mon image Docker qui est spécifiée ici. ACR Azure Nantes app V1. Je vais l'exposer sur le port 81, je lui associe des ressources et je l'expose via un load balancer, via un service de type load balancer. Donc voilà pour le déploiement de mon application sur un cluster AKS. Donc pour ce besoin-là, c'était assez simple à faire. Mais là encore, attention, lorsque vous commencez à déployer un ensemble d'applications et lorsque vous avez besoin de configurer les aspects réseau, sécurité, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Ça se fait, mais le problème avec Kubernetes, c'est la courbe d'apprentissage qui est quand même assez ardue. Voilà. Je vous montre un dernier lien. C'est justement une mind map sur AKS avec l'ensemble des composants, enfin, l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles sur AKS et que vous devrez potentiellement maîtriser pour déployer vos applications. Donc on voit déjà que la map est quand même plutôt balèze. Et du coup, on retrouve tout ce qui est composant cluster, notamment ici le control plane sur lequel on peut intervenir, la gestion des identités, comment déployer sur un cluster AKS, la gestion de la sécurité. Voilà, on retrouve un ensemble de choses. J'ai mis à chaque fois des petits liens sur chacun des items. Donc je vous encourage aussi à aller regarder l'étendue des possibilités offertes par AKS, mais forcément l'étendue des compétences, des connaissances nécessaires pour maîtriser la plateforme. Et ça, c'est un lien qui est disponible, je vous l'ai mis, hop, ici. Voilà, c'est le dernier qui est là. J'ai pas encore acheté de DNS pour rediriger vers ce site. Donc vous avez l'URL brute de la static web app qui héberge la mind map, mais voilà, vous avez. C'est une mind map que tu as faite toi? Que tu as déjà... C'est une mind map que j'ai faite moi, qui est basée sur la mind map d'une personne qui s'appelle Stanislas Castana, que vous connaissez peut-être, qui travaille chez Microsoft. Ouais. Il a développé il a fait cette mind map en mode statique, hein, donc c'est une image, et je lui ai demandé l'autorisation de la faire en mode web et de pouvoir avoir des liens en fait sur chaque item. Donc voilà
le pourquoi de cette mind map. Voilà. D'accord. Ok. Donc, vous pouvez vous déplacer, rediriger les éléments si vous souhaitez y voir plus clair. Vous avez les liens vers chacun des items. Donc, voilà. Je reviens sur mes slides qui sont ici. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous ai Alors, mis mon Twitter également si des questions vous viennent par la suite. il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions qui sont apparues que celles depuis tout à l'heure. Tu as beaucoup de merci. C'est un bon genre, Stéphane, je ne savais pas vu que tu étais là. Du coup, je te reprendrai les slides Ouais, et ouais. je referai comme je vous disais tout à l'heure, en fait, hein, sur la page, enfin le 1, 2, Hmm. 3, la chaîne YouTube. Je remettrai le lien vers la vidéo et vers, en fait, les Et slides. vers le slide. Et je Voilà. te fournirai également, Ludovic, les scripts que D'accord, j'ai parfait, présentés. parfait. Voilà, donc Je- normalement, vous aurez toutes les informations. Ouais, de toute façon, après, moi, j'héberge sur le OneDrive, en fait. Donc, du coup, après, même si la plateforme YouTube n'existe pas, je peux facilement, ou s'il y a un quoi que ce soit, je peux facilement vous donner accès. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Ok. Donc c'est vrai que c'est une session un peu riche. On a vu quand même beaucoup de choses, mais voilà, vous avez le tableau un petit peu synthétique à la fin si vous avez besoin de vous remémorer les Non, mais principaux éléments que j'ai présentés. c'est Voilà. effectivement très intéressant et l'aspect d'aller à contre-courant en fait de l'engouement qu'on a pour Kubernetes, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'effectivement on n'a pas forcément le besoin d'un Kubernetes dans un environnement de dev. On peut avoir des fois de se dire bah non j'ai besoin de, comme tu disais en fait, hein, d'options ou de features que je n'ai pas en fait dans mon Kubernetes ou Mm. éventuellement des fois il y a l'aspect prix aussi qui peut jouer en disant c'est peut-être overkill et c'est pas utile quoi. Donc non c'est intéressant ce parallèle que tu as pu faire et effectivement, après, il pourrait être encore élargi parce qu'on a parlé d'Azure Function et après, on pourrait rajouter la brique, mais bon, après, on n'en finit pas. On pourrait Oui. rajouter la brique IaaS aussi en amont, mais 1 heure Alors, suffirait pas et ça alourdit beaucoup trop. Donc, non, c'est bien ce que tu as synthétisé. ouais, là, effectivement, je me suis concentré plutôt sur les services managés. Après, effectivement, on peut tout à fait provisionner une VM et déployer son conteneur dessus. On peut déployer un conteneur en mode, enfin, et l'exposer via une Azure Function. C'est possible. Oui, C'est possible. Ça s'adresse quand même à des besoins assez particuliers, mais voilà, si vraiment vous avez des dépendances un peu, on va dire, peu communes et que vous avez besoin de les, de les rendre disponibles et que vous voulez absolument faire une Azure Function, vous avez cette possibilité. oui, C'est pas forcément le mode que je mettrais le plus en avant, mais c'est faisable. Euh, voilà. On a aussi Azure Service Fabric, qui est l'orchestrateur de Microsoft. On- c'est une brique qui se positionne en parallèle d'AKS, en fait. d'accord. Et il faut savoir qu'un certain nombre de ressources Azure, par exemple, lorsque vous déployez une Azure SQL Database, c'est exécuté dans un service Fabric. D'accord. Donc, vous pouvez aussi vous servir de cet outil pour déployer vos applications et les rendre scalables et résilientes. Voilà. Ouais. J'ai mis le lien justement Hmm. dans la conversation. Ouais, super. Pas de Bon, souci. j'espère avoir été clair. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter directement. Et puis, bah, Ludovic mettra à vos dispositions les slides et les commandes. Tout à fait. Et s'il y a quoi que ce soit, je ferai le lien avec Thomas, mais vous serez assez grand pour le contacter directement. Hmm. Voilà, je vous donne rendez-vous pour novembre. Je rappelle, ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas. Je suis preneur de speakers. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi pour la qualité de ton support et de ta presse. Il y a beaucoup de merci dans le chat et ça fait plaisir.
Donc Bon, voilà, bah, ça super, permet de se super. relancer. Et puis bah, c'est cool. Donc bah, bonne continuation à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas pu manger. En tout cas, bon après-midi à tous. Profitez-en bien. Et puis let's go. À vous de choisir entre Kubernetes, pardon, et puis éventuellement après les app services ou le conteneur. À vous de jouer. Amusez-vous bien. Et puis bah, n'hésitez pas à faire la pub autour de vous, que ce soit pour Thomas ou pour le Meetup. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Bonne Merci à tous. continuation. Au revoir à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.